à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau Buzz TV diffusé sur Figaro TV. Je suis accompagné de Damien Canives. Ça va Damien? J'ai chaussé mes crampons, super. Pourtant, Reims a perdu ce week-end. Arrêtez, quasiment tous les week-ends. Vous allez me le faire chaque semaine. Ça, vraiment, c'est dur. Je compatis Damien. La vie en Ligue 2 est très compliquée. Notre invité du jour, lui, il est en Ligue 1 et depuis longtemps, c'est un homme de soirée et plus encore que les rois et reines de la nuit qui sévissent le week-end. Lui, c'est toute la semaine. Déjà 4000 émissions, soirées qu'il décortique l'actualité sportive. Chaque soir sur l'équipe, une longévité largement supérieure à celle du gouvernement de Sébastien Lecornu. Mais c'est encore loin des 12 650 000 émissions présentées par Michel Drucker depuis à peu près 100 ans. Entre les deux, on va trouver un juste milieu. Salut Olivier Ménard. Salut les amis. Merci d'être avec nous. On est ravis de vous avoir. Il y a une moustache qui me rappelle au choix Freddie Mercury, Magnum, Salvador Dali. Et je pense qu'il y a une explication, peut-être la 4000e émission de l'équipe. Un accomplissement prodigieux. Vous nous avez préparé quoi? Non, mais ce soir, justement, on reçoit tous les chroniqueurs. On a à peu près une trentaine sur le plateau, donc le casting va évoluer. Ceux qui sont là, même depuis, qui ont été là il y a 17 ans, quand ça a démarré? Non, le casting actuel, parce que sinon, ça fait 150 personnes, donc là, ça fait beaucoup, ouais, on est d'accord. Et le thème de la soirée, il y a une soirée déguisée, le thème, c'était 2008. Voilà, c'est 2008, l'année de la création de l'émission. Donc, j'ai croisé 2-3 chroniqueurs qui étaient un peu emmerdés avec le choix du déguisement. J'ai pas d'idée, choses comme ça. Je dis, ne vous inquiétez pas. Trouvez un déguisement et puis tricotez-moi une idée autour, il n'y aura pas de problème. C'est à peu de choses près mon idée, d'où la moustache, mais il faudra regarder l'émission pour savoir. Il faudra regarder l'émission, mais il y en a une qu'on peut regarder, Olivier, parce que c'est vrai que septembre 2008, c'était il y a 17 ans, l'équipe du soir était lancée. Aux commandes, c'était vous, Olivier Ménard, un plateau un peu étriqué, un décor très minimaliste, à peine de chroniqueurs. Souvenez-vous de ces images. C'est l'équipe du soir. Bonsoir, on va ouvrir cette première émission, première émission avec une très très bonne nouvelle puisque les nouveaux bleus sont arrivés des bleus. C'était rapide, mais on a vu, le plateau est encore plus petit que le nôtre, qui est déjà pas très grand. Le souvenir, quand vous voyez ces images, Olivier, qu'est-ce qui vous vient en premier? Il était plus grand le plateau. Ouais. Il était plus grand. La première évocation, c'était quoi? C'était une émotion, de la joie, un peu de tout? Que l'émission était bien née. Ouais. Voilà. Vous l'avez senti tout de suite? Ouais, que l'émission était bien née, que quand tu ponds une idée, un concept, une idée d'émission, t'as des envies, des choses comme ça, et dès la première émission, parce que à l'époque on n'était pas en direct au début, et je l'ai regardé, et par rapport à ce que je voulais, c'est-à-dire les échanges, la complicité, la camaraderie avec les chroniqueurs. C'était là, quoi, déjà. Ouais, il y avait ça, il y avait ça. Donc j'étais content. Par contre, vous avez la même monture de lunettes, vous n'avez pas changé en 17 ans. Si, j'ai changé. Ah ouais, quand même? J'ai changé, j'ai remis, et cette année, j'ai remis les anciennes. Ah, c'est les anciennes? Les anciennes rouges, c'est ça. Voilà. Absolument. Voilà. Mike Lesguy a de la concurrence. Et on va en parler de ces lunettes parce qu'elles font aussi partie de l'histoire de l'équipe du soir et de cette 4000e dont on va parler dans un instant avec notre invité après les news médias de Damien Canives. Et on est voir ces infos médias, Damien, alors avec un incroyable mystère, donc c'est saisi la justice ce week-end. Expliquez-nous. Oui, vous allez voir que cette histoire est particulièrement étrange. Qu'est-ce qui relie Estelle Denis à l'humoriste Élodie Pou et au coordinateur de la France Insoumise, Manuel Bompard? Bien sûr, sur le papier, pas grand-chose. Et bien, figurez-vous que depuis ce week-end, ils se retrouvent tous au centre d'une enquête qui a été confiée à la brigade de recherche de Nontron et à la section de recherche de Bordeaux. Pourquoi? Parce que ces personnalités ont été visées par un colis piégé, par plusieurs colis piégés, même au nombre de 3. Qui ont été envoyés depuis la Roche-Chalais, une commune de 3000 habitants située dans le département de la Dordogne. Alors l'une de ces lettres a même explosé dans la camionnette d'un facteur. Heureusement, aucun blessé n'est à déplorer, mais la détonation a été suffisamment puissante pour que les passants l'entendent. Les 2 autres ont été interceptés dans un bureau de poste après l'intervention de la gendarmerie et des démineurs. Alors apparemment, les charges explosives étaient faibles, il n'y avait donc pas de danger de mort, mais cette affaire n'en demeure pas moins inquiétante dans la mesure où les autorités sont formelles. Le matériel utilisé à l'intérieur des colis n'était pas celui d'un amateur, mais ressemblait à un dispositif technique très sophistiqué. Incroyable, ça existe encore, enfin ce genre de choses. On l'avait pas entendu depuis l'anthrax, quoi. On se souvient des fameuses lettres à l'anthrax. Ça vous est arrivé d'être menacé? Alors on le sait, vous nous aviez parlé l'an dernier de cette agression que vous aviez subie là-dessus.
La célébrité, ça peut engendrer ce genre de choses. Vous avez déjà eu aussi des menaces sur des réseaux? Est-ce qu'on vous a déjà menacé de mort? Les réseaux, je ne les fréquente pas. Ouais. Enfin, j'ai des comptes et des choses comme ça, mais voilà. Mais non, moi, l'histoire que tu racontes, moi, ça me rappelle ce que j'ai vécu il y a... En juin 2024, voilà. Ouais, Ouais, à peu près, ouais. L'agression, ouais. Oui, l'agression, bon, bah voilà, hein, c'est passé. Hein, il y a des nouvelles de votre agresseur de ce qui Oui, s'est passé? oui, il a été déclaré responsable, donc c'est bien. Ah ouais. Il va être jugé alors? Ah bah non, quand tu es déclaré irresponsable... Ah, irresponsable. Non, irresponsable. Irresponsable. Quand tu es déclaré irresponsable, tu es sorti du giron judiciaire, tu es suivi par les psys, et voilà, et... Il va être interné, vous allez suivre ça quand même ou pas? Ah ben non, on n'a aucune nouvelle. Ah, vous avez 0 nouvelle? Mais comment ça se fait, Olivier? Mais c'est comme ça. Vous êtes la principale. Il y a eu d'autres victimes, vous savez même pas s'il y a d'autres victimes, s'il a attaqué d'autres gens? Non, en fait, même la police n'est pas au courant. D'accord. C'est en silo, en fait. C'est-à-dire qu'il y a la médecine médico-légale, et puis après, dès qu'il est remis dans le giron des psys, il est échappe remis à la dans le... police. c'est le secret médical, c'est des choses comme ça, c'est bien fait, quoi. Donc vous savez même pas si votre agresseur est aujourd'hui en liberté ou... oui, il est en liberté, ouais. Et ça ne vous fait pas plus peur que ça? Enfin, non. Vous n'avez pas des non. bouffées d'angoisse quand même? Parce que ça a été violent, hein. Vous avez été quand même frappé dans votre hall d'immeuble. Oui, j'ai pris 5 coups de poing dans la gueule, ça va, on n'en meurt pas. Hein. Non, mais ça doit laisser quand même... Non, mais je vois que vous le dites avec un peu d'ironie, mais non, j'ai pas d'ironie. Non, par rapport à... Non, je parle par rapport à ce qui se passe et ce qui lui arrive, quoi. C'est fou. Au moins que vous ne soyez pas au courant du sort qui... Mais c'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. Voilà. La règle est comme ça. La règle est comme ça. Voilà. C'est pas anodin quand même d'être hospitalisé. Hein. Oui. Les hôpitaux psychiatriques. Hein. C'est pas anodin pour le monsieur là. Bien sûr, je l'appelle le monsieur parce que j'ignore son identité. Donc voilà. Oui, on s'en doute, effectivement. On continue sur Infomédia, Damien, un peu plus léger. Karine Ferry a quitté TF1 et je crois qu'il y a eu une grosse émotion. Eh oui, l'animatrice a fait ses adieux. C'était samedi, figurez-vous, sur la première chaîne. Après 13 ans de bons et loyaux services sur TF1, quand même, Nikos Aliagas arbitrait ce soir-là la finale de The Voice Kids et l'animateur en a profité pour rendre un hommage très appuyé à sa collègue qui avait pour habitude d'accompagner les jeunes candidats dans les coulisses de cette émission. En lui tendant un énorme bouquet de fleurs, Nikos Aliagas a tenu un petit discours qui a particulièrement ému Karine Ferry. Alors j'ai cité quelques-unes de ses paroles. Une chose est sûre, tout ce que tu as donné à cette génération, tout ce que tu as apporté dans cette émission restera à jamais gravé dans notre ADN. Merci pour cela. Bonne route, bon vent, qu'il soit clément. Alors je tiens à préciser quand même que Karine Ferry ne va pas totalement disparaître des écrans radars de la télévision. Change de crèmerie. Exactement. À partir du 22 octobre, Karine Ferry va apparaître en prime time sur la nouvelle chaîne RMC Live qui a pris la place de Chéri 25 à la tête d'une série documentaire intitulée Naissance extraordinaire aux zoo. 13 ans sur une chaîne, c'est pas mal aujourd'hui en télé, comme longévité, c'est bien. Vous, ça fait 17 ans. Vous imaginez un jour... 27 ans. 27 ans, oui, à l'équipe. 17 ans l'émission. Ouais. Vous imaginez un jour ailleurs, sur une autre chaîne? Non. Non. Parce que vous êtes bien là où vous êtes ou... Bah oui, parce que je suis bien et c'est important d'être bien dans son travail. Carrément. Non. Puis moi, le sport me drive, donc des naissances extraordinaires aux zoos, je serais. Non, mais des choses comme ça. On est d'accord. Le meilleur pâtissier du monde. Vous étiez appelé à Canal, comme l'a été Bertrand Latour, par exemple, ou à Bein, ou il y a plein de chaînes de sport qui peuvent. Oui, il y a plein de chaînes, mais moi, on m'a fait des propositions là ces derniers temps pour animer des choses sur de l'actu gêné, mais non. Ça vous branchez pas plus? De chaîne info qui vous a... LCI, de la radio, RTL. Ouais. Pour faire Les auditeurs ont la parole, et puis un autre... On vous a proposé de faire Les auditeurs ont la parole, c'est quand même un super rendez-vous. Vous n'avez pas été tenté d'y aller? Non. Il y a eu Jean-Jacques Bourdin qui l'a fait, Pascal Praud, Éric Brunet. Non, moi j'ai écouté un peu, 10 minutes sur le Thermomix. Ça a été non. Non, mais c'est pas moi, quoi, en fait. Je vais pas arriver pour faire 10 minutes sur le Thermomix et machin. Donc, puis j'ai pas beaucoup d'autonomie. J'ai pas beaucoup d'autonomie en actu politique. J'ai pas beaucoup d'autonomie sur ça. Donc, et puis ça m'intéresse pas plus que ça. Je vote, je me renseigne, mais non. Et vous avez déjà été tenté de tout plaquer pour faire totalement autre chose la preuve que non. La crise de la quarantaine, pas forcément changer de crèmerie, mais juste changer de métier. Non, jamais. Ouais. Non, mais j'ai trouvé ma vocation plutôt sur le tard, en fait. J'ai aimé le travail plutôt sur le tard. À partir de 28 ans, j'ai commencé à rencontrer la vie professionnelle. Donc, ça va, c'est possible. Oui, mais entre 0 et 28 ans, c'était tranquille le matin, tranquille l'après-midi, et puis le soir, c'est tranquille le soir, c'est ça. Voilà.
On termine ces infos médias, Damien, avec le chiffre du jour, 2,7. Oui, c'est en millions le nombre de téléspectateurs qui se sont rassemblés devant la finale de The Voice Kids. On en parlait il y a quelques instants, c'est 15,7% de part d'audience. Alors vous dites que c'est pas énorme, mais finalement c'est quand même un score en légère hausse par rapport à l'épilogue de la saison dernière. Mais TF1 se trouve malgré tout loin derrière France 3, qui a dépassé la barre des 3 millions de téléspectateurs grâce à son téléfilm Meurtre à Bayeux, qui était pourtant en rediffusion. Absolument, ouais. C'est bientôt la finale, je crois, de The Voice Kids. Ah bah ça y est, c'était la finale. C'était la finale, pardon. C'était la finale. Et le The Voice arrive bientôt. Je sais, vous avez 2 filles, Olivier. Est-ce que, par exemple, vous accepteriez, en tant que papa, si elles vous disent j'ai envie d'aller faire The Voice Kids, d'aller faire comme ça des émissions, des talent shows pour enfants, il y en a, vous diriez oui? Bah ouais. Ouais. Ben là, elle chante bien ou pas? Non. Non. Ah, c'est moche. Ah oui, là, ça sortait du cœur. Elle chante, mais enfin, bon, c'est pas des chanteuses. Non, la grande Jeanne, elle aimerait faire du théâtre. Ah oui. Voilà. Elles ont quel âge, vos filles? 17 et 15 ans. Ah oui, 17 et 15 ans. Rose, c'est pas trop ce qu'elle a envie de faire, mais c'est très bien. Et Jeanne, elle s'est dit, ouais, moi j'aimerais bien faire du théâtre, donc elle fait du théâtre, choses comme ça, mais l'an prochain, donc là, elle est en terminale, et l'an prochain, elle sera inscrite dans une école de théâtre, mais voilà, c'est son domaine. Et quel type de papa vous êtes dans ce cas-là? Vous êtes très encourageant, vous les laissez faire, vous discutez beaucoup avec elles de leurs envies. C'est vrai qu'à partir de 17, on peut déjà commencer à avoir une idée précise. J'ai pas à m'en mêler, et puis c'est franchement des personnes qui sont extrêmement raisonnables, intelligentes, qui raisonnent, et... écoute, c'est très simple, elles remplissent leur part de contrat, c'est-à-dire elles font le métier le plus difficile du monde, c'est-à-dire écolière, enfin, c'est large. Écolière, non mais écolière, c'est le truc le plus dur du monde, c'est ce qu'il faut expliquer aux gens. Et elles font leur part de contrat. Donc à partir du moment où elles font leur part de contrat, on dit, tiens, après la terminale, tu pourras choisir. Et si le choix ne nous convient pas, on n'a pas fondamentalement... Oui, on a à les accompagner, c'est tout, voilà. Et puis ça marche pas, elle est suffisamment mature pour dire, oui, c'est un métier où il y a peu de débouchés, mais c'est pas grave, voilà. Qu'elle tente, il faut tenter dans la vie. Et vous leur conseilleriez de faire la télévision? Je leur conseille rien du tout, c'est elles qui doivent choisir en fait. J'ai pas de conseils à leur donner. Il faut absolument qu'à travers finalement toutes les expériences de leur vie, qu'elles puissent établir un choix, une stratégie, puis voilà. Mais j'ai aucun conseil à leur donner. Vous êtes très cool, il y a beaucoup de gens qui auraient aimé avoir un peu... S'il y en a une qui veut être ministre dans le gouvernement actuel, dites-leur que c'est sans avenir, ça sert à rien, ça dure même pas une journée maintenant. Attendez, parce qu'à l'heure où on enregistre cette émission, c'est même pas s'il y a un gouvernement encore. Non, il n'y en a plus là, effectivement, depuis quelques heures. On a une nouvelle ministre, nous. On a Mademoiselle Ferrari, nous. Ah non, mais là c'est terminé parce que Sébastien Lecornu a remis sa démission. Oui, ce matin, tout à l'heure. Absolument, ça va très vite. Le gouvernement est tenu d'hier soir 19h à ce matin. Ça va très vite. C'est fini, Damien, pour les news. Il y en aura un dès demain. Place au grand entretien du Buzz TV. Nous sommes avec Olivier Ménard. Tous les soirs sur l'équipe, chaîne 21, je le rappelle, de la TNT, Olivier Ménard et sa bande de polémistes, agitateurs, décortiquent l'actu sport du jour. Et la 4000e arrive ce soir, on en a parlé, effectivement, avec cette soirée déguisée. Tous les chroniqueurs qui seront là. Qu'est-ce qu'on va voir, Olivier? Est-ce que vous avez quand même parlé de l'actu du jour ou ce sera juste prétexte à faire une grande fête, revoir des vieilles images d'archives, rigoler sur les looks des uns et des autres? Qu'est-ce qu'on va voir un peu dans cette émission? Nous, on est parti du principe de revisiter, on va dire, un peu l'émission à travers des débats. Et en fait, on s'est servi des critiques qui nous sont adressées assez régulièrement sur les réseaux sociaux pour justement faire des débats. On nous traite d'anti-parisiens ou anti-marseillais. Donc on a libellé le sujet, l'équipe du soir est-elle plutôt anti-PG ou anti-OM? Voilà. Pas mal. C'est des petites choses comme ça, quoi. Est-ce qu'il y a trop de foot dans l'équipe du soir? C'est une critique régulièrement émise. Ah, il y a trop de foot. On va proposer un débat. Et puis via les réseaux sociaux, on prendra également le pouls des téléspectateurs. Savoir, voilà, mais de toute façon, en général, les téléspectateurs, ou ceux en tout cas qui participent sur les réseaux sociaux, ont des idées bien affirmées. Mais ça, le trop de foot, vous l'avez toujours assumé, on en a parlé plusieurs fois sur ce plateau. Oui, c'est vrai. Vous n'avez pas forcément l'intention, dans les prochaines émissions, d'ouvrir d'autres sports. Non, mais on traite d'autres sports. Oui. On traite d'autres sports, mais en fait, ce qui drive l'audience, c'est le football. Parce qu'en fait, la consommation, je vais appeler l'omnisport, est une consommation, on va dire, normale. Un résultat tombe, les gens sont contents ou un peu déçus, mais le lendemain, la vie continue. Le foot, c'est une consommation anormale. On va ressasser,
On va devoir revenir sur ça. Et les gens aiment bien ça. Mais voilà. Il y en a tout le temps en plus. Oui. Quelque chose. Oui, mais il y a quand même des calendriers sportifs qui sont extrêmement denses. Mais il y a une manière, une manière de voir le sport qui est beaucoup plus normale dans les autres sports. Voilà, c'est comme ça. Alors ça c'est la 4000e, la 2000e, c'est à 2000, vous aviez reçu par exemple Nicolas Sarkozy, grand fan de sport, on le sait, surtout du foot et du cyclisme. Comment, moi ça m'a toujours intrigué, comment vous avez su qu'il aimait cette émission et comment vous avez réussi à le faire venir? C'est vous, c'est lui qui avait fait la demande? Alors, 2000, je sais plus. Vous savez qu'il était fan, il est fan de l'équipe du soir, hein, il regardait l'émission. Non, mais c'était en 2018. 2018, donc je sais qu'un jour il passe au journal L'Équipe et le directeur général de l'époque, François Morinière, m'a dit il veut te rencontrer. Bon, je prends ça en disant oui, d'accord, ok. Gentil François, mais bon, voilà. Et en effet, à un moment, il est passé. Et dans sa posture, il était très, très heureux de me rencontrer. Mais je sais que c'est quelqu'un qui a une culture par rapport à ses prédécesseurs, une culture télé. C'est un enfant de la télé, Nicolas Sarkozy. Et puis on a papoté, pendant un quart d'heure, et puis François Morinière était dans les parages, et puis François est parti dans son bureau, mais moi ce que je n'avais pas compris, c'est que la conversation allait se poursuivre, donc on a parlé pendant 1h30, et puis voilà, et puis... il n'était plus président du coup, il avait du temps un peu. Ah non, il n'était plus président, il avait perdu contre François Hollande, et en puis 2012, là il était un peu en réserve de la République. Bon, très rapidement, la conversation a tourné sur la victoire de François Hollande, on voyait qu'il était en réserve, mais pas totalement en réserve. Ah oui, ça je peux vous le dire. Vous avez reçu 2 ans, 3 ans après l'ancien président aussi, François Hollande, et puis voilà, et puis donc on avait noué contact, moi j'ai pas du tout son numéro de téléphone, mais j'ai le numéro de sa directrice de cabinet, Véronique Ouachet. Et au moment où on bâtit un peu la 2000e, on a cette idée-là. J'appelle Véronique Ouachet, et là, je l'appelle vers 11h du matin, et à 15h, j'avais la réponse, OK, on vient. Mais il faut que tu viennes avant dans nos bureaux, rue Miroménil, pour qu'on puisse papoter. Voilà, donc ça s'est fait le plus simplement du monde. Et vous avez reçu Nicolas Sarkozy, quelques années plus tard, vous avez reçu François Hollande. Est-ce que vous avez lancé l'invitation pour Emmanuel Macron, qui, on sait, est un grand fan de foot aussi? Il veut faire de l'OM. Il veut la faire. Il veut la faire, mais... Après son mandat. En fait, il veut la faire, mais il nous a dit oui, mais il a un agenda, donc ça revient à la conversation qu'on a précédemment, qui a une visibilité de 48 heures. D'accord. Donc si tu prépares une émission qui est en direct et si, pour des raisons, on va dire, de planning et puis d'actualité, il annule, ça fait c'est un peu embêtant, quoi. Donc voilà, mais je pense qu'on la fera parce qu'il a fait beaucoup de choses pour le sport. L'arrêt du championnat en 2020, c'est lui, des choses comme ça. Donc on a des choses à lui demander. C'est le président des JO aussi, évidemment, de Paris. Oui, enfin le président des JO, oui, c'est pas lui qui les a eus. Non, c'était bien avant. Il a géré cette affaire-là. Voilà, les JO se sont très très bien passés. Mais en tout cas, il vous a dit oui, je viendrai. Mais sans langue de bois, parce qu'évidemment les politiques en font beaucoup. Est-ce qu'un homme politique comme ça, sur un plateau, Sarkozy, Hollande, ça apporte vraiment quelque chose, Olivier? C'est une mission différente ou bien, c'est vrai, on va dire, c'est juste un beau coup de pub, un coup de projecteur pour l'émission? Non, parce qu'en fait, il faut savoir que les présidents de la République s'occupent des droits télé. Nicolas Sarkozy, par 2 fois, il a influé sur le destin économique du championnat. Pas François Hollande, parce qu'il... aussi. On l'a rappelé pendant l'émission d'ailleurs, puisqu'en 2005... Nicolas Sarkozy, pour les droits 2008, appelle son copain Stéphane Richard chez Orange. Et donc, ils prennent un match pour 202 millions d'euros. 202, 210, enfin, plus de 200 millions. Bis repetita avec Al Jazeera Bein Sport en 2010, 2011, 2012. C'est ça, 2012, voilà. Et puis, François Hollande a téléphoné directement au Cheikh Tamim pour dire au Cheikh, l'émir du Qatar, pour dire mettez la pédale douce, ne prenez pas tous les droits, laissez vivre au canal. Donc c'est quand même des choses qui sont assez intéressantes à discuter. Et quelle est la personnalité sportive ou hors sport d'ailleurs que vous aimeriez recevoir dans cette émission? Est-ce qu'il y a une personne franchement qui représente l'invité de rêve, quoi, pour vous, par exemple? Il y en a 2.
Ouais. Roger Federer. Ah oui, Roger Federer, vraiment? Je suis d'accord. Ouais. Si vous avez une place, je viens. Parce que c'est vrai que c'est une immense star, mais il y a d'autres stars aussi, même dans le monde du football, que vous aimez. Roger Federer, c'est une star mondiale qui est francophone. Oui. Donc, ça serait vachement intéressant. Et puis, l'un de ses rivaux, c'est Novak Djokovic. Ah oui. Ouais, son impopularité, ça m'intéresse. Ça m'intéresse de savoir comment il l'a vécu, en fait. Avec beaucoup de choses qu'il a faites pour essayer de se rendre populaire. J'aurais bien aimé savoir son degré d'intérêt ou d'insincérité sur ces choses-là, mais c'est quelqu'un qui est, moi, que je trouve qui est captivant, quoi. C'est des gens qui sont captivants. Voilà. Alors, effectivement, les audiences, c'est tous les soirs quand même un peu plus de 150 000 téléspectateurs en moyenne. Vous êtes très régulièrement 3e chaîne TNT à cette heure-là. Et surtout, vous êtes très fort sur votre cœur aussi, qui sont les hommes de moins de 50 ans, en fait. Le ménager. Le ménager. Les hommes de moins de 50 ans, le ménager. Le ménager. Est-ce que, Olivier, il y a même eu un pic quasiment à 300 000 avec le Ballon d'Or, évidemment, qui a été un événement cette année. Est-ce que là, on est sur un espèce de plafond de verre sur cette audience quotidienne, ou est-ce qu'il y a toujours moyen de faire mieux? Je ne sais pas. À peu près. Vous ne savez pas? Les audiences, vous vous en fichez? Non, je m'en fiche pas, mais vous avez des recettes, vous, pour les audiences? Non, pas du tout. En fait, je demande si à un moment, vous sentez que ça peut progresser encore, ou c'est un public de fidèles, ou l'heure fait que... En fait, si, le seul driver qu'on a et qu'on a activé cette année, mais ça, c'est quelque chose qui est un début d'aventure, c'est avoir ce programme-là sur les réseaux sociaux, alimenter les canaux. Aujourd'hui, finalement, la règle du jeu de l'audience a changé. On a 7 jours pour consolider. Ça, c'est quelque chose, à mon avis... alors, je n'ai pas, on va dire, je n'ai pas le delta de l'élément de progression. Mais comme la consommation de télévision s'est déplacée sur le digital, sur YouTube, sur des choses comme ça... moi, ma stratégie, ma volonté, c'est absolument de proposer ce programme sur ces plateformes-là, ces canaux-là, ces tuyaux-là. Voilà. Après, combien on peut faire... C'est vrai qu'on voit souvent des extraits et ça joue aussi pour l'émission de voir des extraits. Pas encore, non. Pas encore, parce qu'il y a un petit truc technique à avoir. Enfin bon, bref, voilà, il y a un petit sonar, une petite puce, un watermarkage à voir qu'on n'a pas. Mais voilà. Voilà. Mais ça, après, combien on va prendre, combien machin, j'en sais foutre rien. Mais je regarde. Si vos patrons vous disent on continue l'émission et on refait une nouvelle saison, a priori, c'est que ça va. Oui, c'est bon signe en général. Voilà. Et qu'est-ce qui fonctionne le mieux d'ailleurs dans l'équipe du soir? Est-ce que c'est l'équipe du soir après une victoire de l'équipe de France, après un match du Paris Saint-Germain? Est-ce que vous savez à peu près quand les téléspectateurs viennent massivement sur votre rendez-vous? Une défaite aussi, ça peut occasionner. Ça dépend. Je me demandais si c'était mieux d'avoir des défaites que des victoires. Non. Si vous voulez une recette, un but dans le temps additionnel qui change le score. Ouais, ça c'est pas mal. Ça c'est bien. Ouais. Voilà, mais voilà. Après, tout dépend aussi de l'affiche aussi. Ouais. Parce que vous dites l'équipe de France, mais l'équipe de France contre l'Azerbaïdjan vendredi prochain, ou l'équipe de France contre le Maroc en demi-finale de la Coupe du Monde. Ouais. Tout dépend du tournoi, tout dépend des choses comme ça. Enfin voilà. Il y a de l'enjeu, un peu de drama, et puis ça fonctionne. Oui, voilà, ouais. Et de l'adversaire aussi. Le soir, travailler le soir en direct. Vous l'avez dit au début, l'émission n'était pas en direct. Maintenant, elle l'est. C'est un rythme à prendre. Vous rentrez à quelle heure chez vous pour vous coucher? 3h du matin. Ouais. Et vous arrivez à dormir tout de suite, Olivier? Non, non. Vous, quand ça arrive chez vous, vous n'êtes pas vite, je me jette au lit. Non, bien sûr. Non, vers 3h30, 4h. Et puis il y a l'adrénaline de l'émission et tout ce qui va. Oui. Bon, enfin, l'adrénaline, oui, mais c'est juste de faire autre chose dans sa vie, en fait. Enfin, autre chose. Assez régulièrement, je lis quand même l'équipe le matin, et choses comme ça. Oui, quand vous vous levez vers midi, quoi, c'est ça à peu près. Non, je me réveille à 8h du matin. 8h du matin, mais vous dormez très peu. Oui, Ah ouais. Bon. Ça va, vous arrivez à survivre, votre corps ne vous envoie pas des signaux pour vous dire Olivier, il faudrait peut-être dormir. Non, je vais au sport le matin. Ah oui, d'accord. Oui. Alors justement, on avait un expert hier, ça tombe bien, Gilbert Boudaoudé, évidemment psychologue de Marie au premier regard sur M6, et qui avait une question à vous poser justement sur les soirées, Olivier, et comment on fait pour vivre la nuit? Bonjour Olivier. Dans mon livre, j'explique que le sommeil est très très important pour avoir une bonne santé sexuelle. Vous qui terminez souvent très tard, est-ce que vous l'avez remarqué?
Il est spécialiste, évidemment, sexologue aussi. Sexologue, oui. C'est vrai que les couches-tard ont des problèmes de santé sexuelle. Ah ouais, On vous aurait pas posé cette question-là, nous. Hein. Ouais, non. Moi, je me couche à 20h. Non, il faut que je parle de mon intimité. Non, vous n'êtes pas obligé de répondre. Vous êtes pas obligé de répondre. Non, mais j'ai pas besoin de dormir beaucoup. Et ouais, vous n'avez pas besoin de beaucoup d'heures. Et quand j'entends pas le réveil que je dors, c'est que mon corps a besoin de se reposer, c'est tout. Quoi. Ouais, vous le savez. Ouais, c'est assez tranquille. Aujourd'hui, c'est quoi l'ADN de l'équipe du soir? C'est du débat posé, c'est un petit peu de clash et puis surtout un peu de mauvaise foi aussi? Oui, c'est à peu près. Un peu d'expertise aussi, quand même. Oui. Non, c'est à peu près le tour. C'est un journal débattu, en fait. Ouais. L'ADN n'a pas fondamentalement changé. Ce qui donne le tempo, c'est finalement les chroniqueurs qui sont autour de la table. C'est leur regard, c'est leur manière de raconter l'histoire et de raconter l'information sportive. Mais il n'y a pas de... Il n'y a pas quelque chose qui a fondamentalement changé. Il y a des ajustements, des petits jeux. Là, on a sorti des cartes joker pour donner à chaque chroniqueur un petit pouvoir pendant un débat. C'est histoire de... Voilà, c'est aussi qu'ils s'amusent, en fait, en faisant, parce que c'est du sport. Et c'est... Ouais, voilà, il y a de la légèreté aussi, forcément. Un peu de légèreté, un peu de distance, mais aussi un peu de sérieux et de passion. Enfin, tout est un peu imbriqué, quoi. Ouais. Le sport n'est pas que du sport, c'est plus que du sport. Ouais. Mais à la fois, c'est du sport. Enfin, c'est du divertissement. Ouais. Oui, on le veut divertissant, on le veut informatif, mais tout ça se mélange, en fait. Ce n'est pas que du divertissement, ce n'est pas que du sport. C'est plus compliqué que ça, comme dirait Bill Shankly, l'entraîneur de Liverpool. Voilà. Et est-ce que l'équipe du soir va continuer encore de nombreuses années, Olivier? Vous allez me dire oui, bien sûr qu'on ne peut pas savoir. Je sais pas. C'est renouvelé saison après saison, oui. De toute façon, vous en discutez chaque fin de saison, hein, c'est ça? Oui, voilà, ouais. Je sais pas, moi. Oui, mais je le souhaite, mais... Vous êtes pour? Oui, c'est mon boulot. Vous pourriez le faire encore 17 ans ou pas? Oh, bah non. Non. Quand même, c'est intéressant, ça. J'ai 55 ans, 7 Michel ans, Drucker, on peut vous donner 65, 7. Quel âge a Michel Drucker? Je crois que c'est indécent, on n'a pas le droit de le dire. Je crois qu'il est né en 1941, Michel. Ouais, c'est ça. Non, je ne vais pas lasser les gens. À un moment, ce sera l'acquis, et puis ce sera très bien comme ça. Et puis voilà. Non. Dans 17 ans, ça paraît qu'on peut. Non, mais pas 17 ans. Non, les gens ont besoin d'autre chose. J'ai pas envie de lasser les gens. Et puis même moi, c'est bien, c'est une partie de ma vie. Mais voilà, c'est très bien. Je suis très heureux, hein, mais 17 ans. Non, ça fera peut-être un peu trop. Bon, on en reparle quand même, Olivier, quand on reviendra nous voir. En tout cas, je vous remercie d'être passé nous voir encore une fois sur ce plateau. Merci. On rappelle la 4 millième de l'équipe du soir. C'est ce soir, ne ratez pas les déguisements, la moustache d'Olivier, plein de surprises sur le canal 21. On vous souhaite une très belle 4 millième et une longue vie encore à l'équipe du soir. Damien, on sera dès demain avec l'animatrice chanteuse Magali Ripoll qui sera au Buzz TV. D'ici là, prenez soin de vous et merci encore de votre fidélité.